Sud Radio C'est ça la France, midi 30. Nathalie Schrengerma. Bonjour à tous, bienvenue dans C'est ça la France, l'émission consacrée au savoir-faire français, à ces entrepreneurs qui font le pari du Made in France. Nous sommes le 14 février, c'est la Saint-Valentin, donc tout à l'heure je vous ferai découvrir une maison de joaillerie, Place Vendôme, qui a fait le choix des diamants de synthèse quand la science s'allie au luxe pour créer l'exceptionnel. C'est tout à l'heure. Mais tout de suite, je vous propose de nous intéresser à un sujet d'actualité. Le 28 janvier dernier, l'ancien député Yves Jégo, président de la certification Origine France Garantie, ce label que vous pouvez retrouver sur vos produits en grande surface qui certifie l'origine française du produit, eh bien Yves Jégo a lancé une pétition nationale pour lutter contre le French washing, appelé également le franco-lavage. On en parle tout de suite avec lui. Sud Radio, C'est ça la France. Bonjour Yves Jégo. Bonjour Nathalie. Merci d'être avec nous. Alors justement, le French washing... Merci de m'avoir invité un 14 février, je suis très sensible. Alors le French washing, on va en parler, parce que malheureusement, alors pour nos auditeurs qui ne connaissent pas cette pratique qui est de plus en plus courante, qui consiste à tromper le consommateur en lui faisant croire qu'un produit est fabriqué en France, alors qu'il ne l'est peut-être pas, ou il y a peut-être eu la dernière étape, l'étiquetage. C'est un peu ça finalement, ce French washing. Oui, on brouille les pistes. Ceux qui nous écoutent connaissent peut-être pas le nom, mais ils connaissent le sujet. C'est-à-dire, c'est quand vous achetez un produit, que vous voyez du bleu, blanc, rouge, un petit drapeau, quelque chose qui ressemble au drapeau français, et que quand vous fouillez un peu, vous apercevez que le produit n'est pas du tout fabriqué en France. Ça coûte cher. Une étude montre que sur le seul économie du textile, ce genre de pratique coûte 1 milliard de pertes. Parce que celui qui veut acheter français, il se retrouve avec un produit qui n'est pas français, qu'il a acheté quelquefois en plus très cher. Oui, bien sûr. C'est le moyen de faire des marges, et c'est une forme de contrefaçon auquel il faut mettre fin. On a lancé cette pétition. Mais vous allez plus loin que ça. Vous parlez aussi des codes de la France, bleu, blanc, rouge, qui participent à ce French washing. L'utilisation du drapeau bleu, blanc, rouge. Oui, bien, mais l'utilisation de ce drapeau, qu'est-ce qui m'a inspiré, moi ? D'abord, le constat tous les jours, et comme je suis président de la certification Origine France Garantie, les entreprises qui disent c'est quand même dégueulasse, voilà tel concurrent, il met un drapeau bleu, blanc, rouge sur ses produits, il fabrique pas en France. Les Suisses qui m'ont inspiré aussi, parce qu'en 2017, ils ont voté une législation. Et si vous êtes Suisse, vous pouvez pas mettre le drapeau suisse sur un produit qui n'est pas fabriqué en Suisse. Mais au fond, c'est le bon sens. C'est pas un truc compliqué, c'est le bon sens absolu. Et donc, pour inciter le Parlement à s'engager sur cette voie et à légiférer, parce qu'il faudra une loi pour arriver à interdire cette pratique, nous avons lancé une pétition sur change.org depuis maintenant 2 semaines. Elle marche très bien. Combien de personnes vous ont rejoint pour l'instant ? Écoutez, on doit être autour de 2500 en quelques jours, et ceux qui nous écoutent peuvent aller sur ce site, c'est Protégeons nos produits, sur change.org, pour signer cette pétition, parce que plus on sera nombreux, plus au fond on affirmera notre volonté à la fois de sincérité. Je veux acheter un produit sincère, et s'il me met du bleu, blanc, rouge et qu'il n'est pas français, il n'est pas sincère. Et à la fois notre défense des entreprises françaises, parce que quand j'achète un produit avec un drapeau français en pensant qu'il est français, et que le produit n'est pas français, j'ai privé une entreprise française du boulot, et ça coûte très cher en matière d'emploi. Donc c'est un vrai combat, c'est pas anecdotique. Vous n'en êtes pas votre première tentative d'ailleurs, parce qu'en 2014, vous aviez tenté déjà de faire passer un amendement à ce sujet. À l'époque où je faisais encore de la politique, j'étais au Parlement, j'avais effectivement introduit dans ce qu'on appelait la loi Macron un amendement qui disait qu'il serait interdit de mettre le drapeau français sur des produits qui n'étaient pas français. Le ministre de l'économie de l'époque, Emmanuel Macron, avait accepté cet amendement. Et puis dans la navette parlementaire entre l'Assemblée nationale et le Sénat, les choses ont sauté, sans doute sous le coup de férule des lobbies qui n'en veulent pas. C'est pour ça que je reprends cette idée et que je lance un appel aujourd'hui aux Français qui nous écoutent, qui sont attachés aux produits français, pour dire, en signant cette pétition, vous défendrez l'industrie française, et surtout vous montrerez que vous n'avez pas envie qu'on utilise le drapeau français pour valoriser des produits qui n'ont rien de français. Et les parlementaires, alors que vous interpellez avec justement cette pétition, comment ont-ils réagi ? Est-ce qu'ils sont sensibles justement à cet usage parfois trompeur du drapeau français sur les produits de consommation ? Pour l'instant, il y a déjà un parlementaire, Vincent Ledoux, qui a déposé une proposition de loi. J'espère qu'ils seront nombreux. Il faut que ce soit une loi consensuelle. Moi, je fais un appel de tous les présidents de groupe, de Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen, en passant par LR, La République En Marche, le MoDem, enfin tous les partis représentés, l'UDI, bien sûr, à l'Assemblée nationale, en disant Emparez-vous de ce sujet, faites-en un sujet de protection, ça coûte rien, ça coûte pas un sou d'argent public et c'est symbolique et protecteur. Et c'est un message qu'il faut envoyer à nos entrepreneurs. Vous les connaissez bien, ces entrepreneurs. Bien sûr, on les reçoit régulièrement. Vous les recevez régulièrement, c'est des gens qui se battent souvent dans des conditions difficiles. Il y a des jeunes entrepreneurs qui essayent de créer des entreprises dans des secteurs qui étaient réputés des secteurs impossibles à recréer en France. Il faut qu'ils aient un message. Et c'est quoi ce message? C'est en interdisant l'utilisation du drapeau bleu, blanc, rouge sur des
des produits qui ne sont pas français, on vous protège, on vous donne de la reconnaissance, on vous donne de la fierté. Moi, je suis fier du drapeau. Je veux pas qu'il serve à faire travailler des enfants dans les usines en Thaïlande. Alors, c'est vraiment une idée très intéressante. Après, justement, pour bien comprendre, qu'est-ce que vous souhaitez interdire? C'est le drapeau bleu, blanc, rouge, c'est la juxtaposition des 3 couleurs, verticale, horizontale, parce qu'on peut aussi un petit peu jouer là-dessus. Alors, pour finalement ne pas ressembler au drapeau, mais avoir ces 3 couleurs symboliques de la France. On n'en est pas encore à l'application du décret d'application. Si la loi existait, l'idée c'est le drapeau bleu, blanc, rouge. Quand je vois sur les bus actuellement à Paris une marque de matelas qui écrit marque française avec un très beau drapeau bleu, blanc, rouge et qu'on découvre que les matelas sont faits en Belgique, il y a quand même un petit souci. Donc c'est l'utilisation du drapeau bleu, blanc, rouge pour faire la promotion d'un produit qui n'est pas français. Et c'est ensuite, alors sur la notion du marquage, effectivement, il peut avoir un liseré, il faut discuter de tout ça avec les entreprises. Enfin, déjà, si l'utilisation du drapeau, les 3 couleurs juxtaposées de façon horizontale était interdite, on ferait déjà des grands progrès. Et puis derrière la loi et son application, c'est un message. Le message qu'on veut porter avec la certification Origine France Garantie, c'est un message de sincérité. Le consommateur a le droit de savoir d'où vient le produit qu'il achète et a le droit de ne pas être trompé. Et c'est un message de développement de notre économie locale, de notre économie de proximité, de ce circuit court qu'est le Made in France, qui consiste à dire, eh bien, vous pouvez vous revendiquer français, utiliser le drapeau français parce que vous produisez en France. Imaginez qu'au football, sur le maillot de l'équipe d'Allemagne ou de l'équipe du Brésil, il y a un drapeau bleu-blanc-rouge. Les Français trouveraient ça dégueulasse. Eh bien, c'est bien ce qui se passe sur les produits. Donc, on ne l'accepterait pas sur le sport, interdisons-le sur tous les produits. Et les entreprises françaises, alors les industriels que vous avez pu croiser, comment ont-ils réagi? Est-ce qu'ils vous comprennent? Est-ce qu'ils vous expliquent que pour eux, c'est malheureusement compliqué? Ils essayent parfois, alors certains ont ce discours de dire on essaie de relocaliser une partie de notre production, mais on ne peut pas tout faire pour l'instant. Donc, Oui, les industriels, il y a d'abord ceux qui ne produisent qu'en France et qui disent c'est très bien, on vous soutient et qui relaient la pétition et qui sont derrière nous, qui sont en général ceux qui ont fait le choix de la certification Origine France Garantie. Il y a ceux qui sont des vrais fraudeurs, ceux-là on les entend pas, ils essayent de passer sous la table en disant pourvu qu'on parle pas de nous. Il y a quelques marques qui sont des marques abominables, enfin qui sont des marques entre guillemets dites françaises, qui mettent du bleu, blanc, rouge partout et qui fabriquent tout à l'étranger. Et puis il y a effectivement des entrepreneurs. J'ai vu cette semaine un grand entrepreneur, pour ne pas le nommer, le PDG du Coq Sportif, qui me dit oui c'est vrai, vous avez raison, on va regarder, il y a peut-être eu quelques éléments qu'on peut corriger, mais nous relocalisons. Et effectivement, il ne faut pas voir le verre qu'à moitié vide, il y a aussi le verre à moitié plein. Moi, je pense qu'une entreprise, un entrepreneur qui essaye de recréer des usines, qui essaye, en fabriquant à l'étranger, de se donner un peu de marge pour réinvestir en France, tout ça ne me choque pas. Ce qui me choque, c'est juste une chose, c'est que ce qui est fabriqué à l'étranger, on n'est pas obligé de mettre un drapeau bleu, blanc, rouge pour que ça se vende. Moi, je n'ai pas de problème pour que des baskets soient fabriquées en Thaïlande et qu'elles soient vendues en France. J'ai juste un problème si on me laisse croire que c'est français. Et du coup, on trompe le consommateur qui a le sentiment d'aider l'emploi local, d'aider l'économie française. Et c'est comme ça qu'on perd de l'argent. Vous avez vu les sondages, Nathalie, ils sont spectaculaires. Il y a aujourd'hui plus de 65% des gens qui sont sondés qui disent on est prêt à même mettre un peu plus cher pour acheter un produit français. Et si on leur vend un peu plus cher un produit qu'ils croient français mais qui ne l'est pas, c'est double peine. J'ai pas fait travailler une entreprise française et je me suis fait avoir en payant trop cher un produit, parce que la paire de baskets fabriquée au Vietnam, elle devrait coûter beaucoup moins cher que la paire de baskets fabriquée en France, et elle coûte pourtant le même prix. Elle ne coûte pourtant le même prix. Donc il y a effectivement une question de sincérité. C'est pas des petits débats. Et je le dis à mes amis politiques qui sont restés dans la politique. Je sais qu'il y a les grands débats, les grands enjeux de l'économie. Mais le quotidien des Français, c'est des grands débats. Et les révoltes, les gilets jaunes, tout ce qu'on a connu, c'est aussi parce que le politique, il s'occupe pas du quotidien. Et celui qui rentre chez lui, qui a acheté sa paire de baskets bleu, blanc, rouge, qui s'aperçoit qu'elle est faite en Thaïlande, il a un sentiment de s'être fait tromper par le système. Il faut mettre de la sincérité dans le système. C'est ça notre combat. Et c'est pas un combat mince, c'est pas un combat ridicule, c'est pas un combat anecdotique. C'est un combat d'enjeu de sincérité et d'enjeu de mobilisation derrière nos entreprises. Alors, pour protéger nos entreprises, eh bien, il faut protéger le drapeau. Alors, quelle est la prochaine étape? À partir de combien de signatures? Qu'est-ce que Suite vous à votre attendez? émission, on va exploser le compteur. Je le redis, du coup, c'est change.org, protégeons nos produits. Vous allez, vous tapez en direct et vous signez cette pétition. Non, voilà, plus il y aura de signatures, mieux c'est. Ça monte, ça monte. Là, on a fait 1000 signatures en 5 jours. Cette semaine, on en a fait 1000 en 2 jours. J'espère que ça va s'accélérer. Il y a un effet 2000 pour l'instant. L'idée, c'est de sensibiliser, de lancer la
lancer la discussion, c'est ça. Oui, déjà, il faut sensibiliser. discuter de ça, il faut que les marques le relaient. Je le dis aux entrepreneurs qui nous écoutent, relayez cette pétition, faites signer vos ouvriers, faites signer vos employés. Enfin, faisons bouger le système, mobilisons le pays pour aller envoyer un message politique en disant on veut un truc simple qui ne coûte pas d'argent. Il n'y a pas de quoi qu'il en coûte là, ça ne coûte pas d'argent. C'est que le drapeau français soit réservé aux produits français. Et s'il y a quelqu'un qui dit que c'est pas bien et que c'est pas compréhensible, qui vienne débattre avec moi parce qu'on y aura du mal à convaincre les Français qui sont, à mon avis, très largement pour cette proposition. Devenez des consommateurs, devenez des citoyens actifs et en allant signer la pétition, aidez-nous à faire passer cette loi au Parlement. Change.org pour retrouver la pétition. Protégeons nos produits, change.org, et vous retrouvez la pétition qui est portée par Yves Gégaud. Donc voilà, en tapant tout ça, vous devez arriver sur Internet, sur un moteur de recherche, arriver à la pétition. Merci beaucoup Yves Gégaud. Je rappelle un président de la certification Origine France Garantie. On va parler Saint-Valentin maintenant. Alors pas avec vous, hein, mais je vais partir pour vous laisser avec vos admirateurs le jour de la Saint-Valentin. Merci beaucoup Yves Gégaud. Allez, on se quitte une poignée de secondes et ensuite nous parlerons diamant. Le diamant synthétique séduit de plus en plus. Une belle alternative au diamant extrait des mines. À tout de suite. Sud Radio, c'est ça la France, midi 30. Nathalie Schrengerma. Nous voilà de retour dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. Nous sommes le 14 février, c'est la Saint-Valentin. On va s'intéresser aux diamants synthétiques dont les caractéristiques sont identiques aux diamants extraits des mines, excepté qu'ils ne viennent pas des mines. Voilà, on en parle tout de suite dans C'est ça la France. Sud Radio, c'est ça la France. Et avec nous, Manuel Malène. Bonjour Manuel. Bonjour. Alors, vous avez dirigé les filiales internationales de Piaget, Baume & Mercier, et vous avez décidé de vous lancer avec la joaillerie Courbet, car aujourd'hui vous êtes à la tête de cette joaillerie Courbet, la maison de joaillerie Courbet. Vous avez décidé finalement de vous lancer dans une autre alternative, une autre joaillerie plus écologique, plus éthique, c'est plus respectueuse, hein, c'est ça de l'environnement. Absolument. Absolument, c'était l'idée de départ, de pouvoir faire la première joaillerie écologique de la place Vendôme. Alors le diamant de culture, est-il le diamant de l'avenir? Justement, on va en parler. C'est quoi exactement un diamant de synthèse ou synthétique ou de culture? Il y a plusieurs noms, hein. Comment d'ailleurs doit-on l'appeler? Alors, il y a effectivement plusieurs noms. En fait, le mot synthèse, c'est un petit peu les lobbies qui nous obligent à le prendre. Pour bien faire le distinguo, c'est ça, avec le diamant des mines? Oui, mais à la limite, nous, on veut un distinguo, on est bien d'accord, et on trouve que diamant créé en laboratoire ou diamant de culture correspondrait mieux à ce que c'est réellement. Et en fait, vous savez, le diamant, c'est du carbone. Bien sûr. Ce carbone, il y a des millions d'années sous terre, s'est retrouvé emprisonné dans le magma terrestre. Sous haute pression de température, il s'est cristallisé en quelques heures en un diamant, et ensuite on a mis des millions d'années à le trouver. Mais on fait exactement la même chose dans un laboratoire, et ça donne le même résultat. Vous voulez dire qu'il a les mêmes propriétés physiques, chimiques, optiques, la même chose qu'un diamant qu'on trouverait dans les mines? C'est exactement la même chose. Pour faire un parallèle un petit peu osé, j'ai envie de vous dire que c'est la même différence que vous avez entre un diamant de mine et un diamant de laboratoire, c'est la même différence entre un bébé éprouvette et un bébé. Ouais. Voilà, avant la naissance, tout le reste est pareil. Alors on le fabrique en laboratoire, pendant combien de temps du coup là? Ça prend combien de temps et de quelle façon? Alors en fait, on va reproduire ce qu'a fait la nature, tout simplement. Donc on va mettre des atomes de carbone sous haute pression de température, et il va falloir, tout dépend de la grosseur du diamant que l'on veut, hein, parce qu'il faut savoir que quand on fait du diamant en laboratoire, on va le faire avec la même incertitude de résultat que la nature. Donc en fait, pour le faire grossir, il faut à peu près 3 semaines pour faire 1 carat à peu près, et puis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, si on veut des diamants plus gros. Alors aujourd'hui, ces diamants sont réalisés plutôt dans des laboratoires, je crois, américains ou russes. À quand un laboratoire made in France? Très bientôt. Parce qu'on se dit, c'est un laboratoire, finalement, on pourrait le faire chez nous. Ah, tout à fait. Et d'ailleurs, nous, on s'est associé avec une chercheuse du CNRS qui a monté une société qui s'appelle Diam Concept. La personne s'appelle Alix Giquel. Et en fait, on travaille avec elle et puis on va très vite avoir un laboratoire qui crée des diamants. Et en plus, ça sera dans le sud-ouest. Est-ce qu'on peut les distinguer? Est-ce qu'un expert, un gémologue pourrait s'y tromper? Ou bien, parce que nous, bien évidemment, on n'a pas cette expertise, mais on peut les distinguer ou difficilement? Les diamants des mines et les diamants de laboratoire. Vous savez faire la différence entre un bébé éprouvette et un bébé? Ah non. Voilà ma réponse, vous l'avez. Alors comment les entreprises qui, les joailliers qui utilisent plutôt les diamants extraits des mines, comment réagissent-ils justement face à ces nouveaux diamants? Ils les voient comme une menace ou bien comme deux offres complètement distinctes? Oh, je crois qu'il y a un peu de tout. Il y a des gens qui le trouvent comme une menace, et c'est souvent les miniers. Alors là, bien sûr. Là, évidemment, c'est une menace pour eux. Pour les autres marques, je pense qu'elles sont assez... elles nous observent.
Parce que j'ai envie de dire, ce diamant-là, il faut pas oublier, hein, les plus gros trous faits par l'homme sur la Terre, c'est les mines de diamants. Donc écologiquement, c'est un vrai sujet. Et j'ai envie de dire, cette vague de l'écologie, elle arrive dans tous les milieux. Donc on voit pas pourquoi la joaillerie en serait exemptée comme par miracle. Et là, il y a une alternative qui existe aujourd'hui, qui est exactement la même chose. Donc allons-y, ne nous posons pas 1000 questions et puis allons-y. Non, mais ce qui est assez incroyable avec votre marque de joaillerie, c'est que vous utilisez de l'or recyclé, des diamants de synthèse ou des diamants de culture. Vous privilégiez la vente par Internet. Finalement, vous visez aussi une clientèle différente, peut-être plus respectueuse des droits humains, de l'environnement. Alors, je crois qu'effectivement, on répond à un certain nombre de questions que se posent. Alors, j'ai envie de dire, toutes les générations, il y a peut-être les jeunes générations sont encore plus sensibles à ces sujets-là, parce que comme l'écologie, ils sont nés avec. Hein. Ouais. Donc, j'ai envie de dire, eux, ils vont trouver chez nous cette alternative qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Et ces diamants, alors, est-ce qu'ils sont certifiés comme un diamant extrait de mine ? Exactement pareil, c'est-à-dire que les instituts de gémologie indépendants sont obligés de les certifier. Alors bien évidemment, ils précisent que c'est un diamant de laboratoire, et ça c'est formidable, puisque nous on veut cette distinction. Oui, c'est ça, vous voulez, parce que vous ne voulez pas ce diamant des mines, au contraire, c'est-à-dire c'est une manière d'avoir un meilleur respect, comme vous le disiez, des droits humains, du travail également. Alors, ils sont certifiés, et au niveau du prix, ça coûte plus cher, moins cher, comment ça se passe ? Comme tous les produits bio, j'ai envie de dire, c'est plus cher. C'est 3 fois plus cher de produire un diamant en laboratoire que de l'extraire de la mine. Par contre, comme vous avez 4 à 5 fois moins d'intermédiaires sur ce diamant-là, finalement, au bout du compte, bien qu'il soit 3 fois plus cher, vous arrivez à l'acheter 40% moins cher à peu près. Ouais. Donc c'est là, on se pose des questions sur justement ce diamant extrait des mines qui normalement devrait revenir moins cher et au final est plus cher sur le marché. Après, vous savez, il y a ce diamant des mines, ça fait très très longtemps qu'il est extrait. Il y a des grosses compagnies qui le maîtrisent. Il y a énormément d'intermédiaires. Là, c'est peut-être un circuit qui est un peu plus court et plus transparent, tout simplement. Oui, et puis en même temps, pour vous, c'est une nouvelle aventure. On est vraiment dans une offre complètement différente de ce que l'on pourrait retrouver sur la place Vendôme. Alors, différent oui et non, parce que en fait, la différence, elle se fait sur les matériaux. Cet or recyclé qui provient notamment des téléphones portables, des ordinateurs, des cartes graphiques d'un côté, ce diamant-là, mais finalement, c'est les deux composantes de la joaillerie traditionnelle. Et nous, on fait appel aux mêmes artisans que la place Vendôme. Donc finalement, la différence, elle se retrouve surtout sur les éléments qu'on utilise, mais le résultat... personne ne peut voir la différence. Vous avez raison. En fait, la différence se voit sur la certification. On verra juste que c'est un diamant de culture ou de l'or éventuellement recyclé. Mais c'est vrai que visuellement, il n'y a absolument aucune différence, quoi. Non, absolument. Et puis nous, on a poussé un petit peu aussi le bouchon plus loin. Nos écrins, c'est du cuir recyclé, c'est teinté bio, c'est plié en origami, il n'y a pas de colle. Enfin, tout ce qu'on a pu faire à travers le prisme de l'écologie, on l'a fait. Voilà. Eh bien, c'est une très, très, très belle idée. Bravo à Manuel Malen. Et on souhaite une longue vie à la joaillerie Courbet. Merci beaucoup pour cet éclairage et justement d'avoir pris le temps de nous expliquer ce que c'était qu'un diamant de culture, parce qu'on entend de plus en plus parler. Mais voilà, c'est important de savoir que c'est exactement comme un diamant extrait des mines. C'est composé des mêmes matériaux. On part du carbone, sauf que c'est fabriqué différemment en laboratoire. Tout à fait. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne Saint-Valentin avec votre moitié. C'est gentil, merci. Merci à vous. Au revoir.